grosse fierté. Parce que gros n'est pas un gros mot. Avec Brunaël, David, Jennifer et Stéphie. 5e épisode, grossophobie, le poids des mots. En acceptant de témoigner dans les épisodes précédents de Grosse Fierté sur leurs sentiments et leurs ressentiments à propos de la grossophobie qu'elles et ils ont souvent subi, Brunaël, Stéphie, Jennifer et David nous ont mieux fait entendre, comprendre cette discrimination que l'on a pris trop de temps à définir comme telle. Et pour encore aller un peu plus loin, ils ont accepté de se retrouver tous les 4 chez moi, autour de la table pour une discussion impromptue où ils et elles se livrent encore un peu plus parfois sur ce que la grossophobie a engendré et engendre encore au cœur même de leurs intimités. Comme par exemple les conséquences sur leur relation à ces outre-mer, terre de leurs origines, qui ne garantissent pas toujours l'accueil simple et facile des personnes grosses, malgré les forts taux de l'obésité qui y sont enregistrés. Relation, vous allez l'entendre, parfois complexe, comme beaucoup de questions soulevées par l'obésité et par conséquence par la grossophobie. Rendez-vous pris avec elles et lui. Je retrouve un samedi matin, chez moi donc, Stéphie, Brunaël, Jennifer et David, avec la complicité de Bruno Dessommes pour la mise en son de ce 5e et peut-être ultime épisode de Grosse Fierté. D'abord, bienvenue Jennifer, Brunaël, Stéphie et David. Plein de gens ont pu entendre votre histoire, donc déjà merci individuellement. Et puis merci de faire en sorte qu'on se retrouve tous les 5 pour continuer à parler de ce sujet-là qui est important. Alors peut-être juste pour aider à identifier les voix, peut-être juste petite présentation, celle qui vous vient, voilà. Alors moi c'est Jennifer, 40 ans, maman d'un petit garçon de bientôt 11 ans, gérante dans la restauration d'entreprise. Moi c'est Brunaël, j'ai 38 ans, je suis maman de 3 enfants et je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Moi, je suis Stéphie, j'ai 35 ans et j'ai créé un semi-marathon inclusif. Et moi, je suis David, donc j'ai 50 ans et je suis, entre autres, mannequin et modèle vivant. Parlez-moi des retours que vous avez eus chacun votre tour. Là. Juste parce que c'est peut-être pas tous les jours qu'on vous tend un micro et que les autres entendent ce que vous pouvez ressentir au fond de vous, quoi. Voilà. Ma communauté, elle a été vraiment ravie de pouvoir entendre ce que j'avais à dire sur le fait que j'étais une femme noire et grosse. Pour moi, c'est très important parce que je le lis énormément, le racisme à la grossophobie. Je pense que c'est intrinsèquement lié et du coup, j'ai eu que des retours positifs, des gens qui étaient enthousiastes, qui avaient pris plaisir à écouter le podcast et j'étais assez fière de mettre en lumière ce qu'on vit au quotidien, en tout cas ce que je vivais moi, ce que vous viviez vous, David, Stéphie, Jenny. Voilà, c'était super important et vraiment que des retours positifs, rien de négatif. Moi de mon côté, j'ai découvert parce que je vous connaissais certaines d'entre vous, alors soit par les réseaux sociaux, soit parce qu'on s'était déjà rencontrés dans certains événements, certaines choses, mais j'ai découvert des trucs que je connaissais pas dans votre parcours, puisque après chacun a un parcours différent évidemment, mais là j'ai eu l'impression de vous connaître encore un peu mieux, et donc j'étais encore plus touché de ça en fait. Et puis sinon, dans les retours que j'ai eus, alors ça a été de la voisine qui, je pensais même pas qu'elle écoutait des podcasts, qui m'a dit je vous ai écouté dans un podcast, jusqu'à ma sœur qui me dit j'ai écouté, j'ai pleuré au bureau à cause de toi. Donc parce que elle avait écouté des choses que j'avais dit dans le podcast et que j'avais jamais raconté en fait. Donc c'est un retour vraiment positif, et puis aussi certains hommes qui m'ont dit on n'entend jamais les hommes en parler. Alors évidemment je leur disais mais parce que vous ne parlez pas, mais ils étaient contents d'en entendre un qui en parle en fait, puisque voilà, c'est encore, on va peut-être en parler après du rapport de la grossophobie et de la visualisation, enfin de la représentation des corps gros féminins, masculins, etc. Donc
Ouais, on va en parler. Moi, j'ai eu un très bon retour aussi de mon côté. Et comme disait David, en fait, pareil, j'ai appris des choses de chacun d'entre vous. Moi, je connaissais plus particulièrement Stéphie. Donc, j'ai même encore appris des choses sur Stéphie. Donc, c'est vrai que c'était plutôt sympa de partager ce podcast et ça nous a permis d'en savoir plus sur les uns les autres. Pareil pour se dire qu'on n'est pas seul, qu'on est tous un peu dans la même situation et que même si les histoires sont différentes, ça reste quand même un peu similaire. Et moi, de mon côté, tout le monde a très bien pris ce podcast. Ça a été félicité de la part de mes proches. Moi, ils ont certainement appris beaucoup de choses sur moi parce que je me suis quand même pas mal livrée. Mais en tout cas, ouais, ils ont tout ça bien apprécié, ouais. Alors, j'aurai un retour peut-être un peu plus nuancé. Donc, il y a des personnes qui ont envoyé des messages pour dire que nos témoignages étaient utiles. Mais il y a aussi d'autres personnes, en tout cas dans les retours que j'ai reçus, qui ne comprennent pas, n'ont pas compris. Et ça me permet, et je pense que ça nous permet aussi de se dire qu'il y a encore des choses à faire pour déjà que la grossophobie soit reconnue. Il y a une situation en ce moment qui tourne sur les réseaux sociaux où une influenceuse a été victime ouvertement de grossophobie et on a refusé de prendre sa plainte. Et je pense qu'il y a encore des choses à faire. Et certains témoignages que j'ai pu recevoir ou certaines remarques suite à nos passages dans ce podcast me font penser que voilà, il reste encore des choses à faire. Mais je préfère retenir les personnes qui nous ont dit que cette interview était utile, que ça peut être aussi un support en fait quand ils ouvrent la discussion sur le sujet, de renvoyer à nos histoires très diverses mais aussi très variées. Donc voilà. Mais voilà, pour moi, il y a eu un peu des deux. Mais on va revenir dessus. Moi, sur les retours que j'ai eus, ils ont été très positifs et très aussi dans le sens de ce que vous avez dit. Ce qu'on a reçu nous à la première et puis moi, ce que j'ai reçu très personnellement, c'est sur le côté, voilà, ça nous a ouvert les yeux sur un contexte, une situation de vie qu'on ne vit pas et donc qu'ils ne connaissaient pas. Et je pense que vraiment certains, on se dit, je vais regarder un petit peu les choses autrement, soit quand j'organise les choses pour qu'effectivement ce soit le plus accueillant possible, soit tout simplement voilà, pour moins stigmatiser effectivement les personnes grosses. Et puis moi aussi je vais le nuancer parce que j'ai aussi reçu des gens qui continuent à se dire que par exemple oui mais c'est parce qu'ils se laissent aller, parce que c'est ça, il y avait encore en disant oui ok ils ont beau dire ça mais en même temps il existe aussi des solutions pour lutter contre tout ça. Donc voilà, ça c'est les retours que j'ai eus et ce qui m'intéressait dans le fait de se retrouver aujourd'hui, c'était aussi justement de parler de ces nuances là. Mais peut-être que tu peux continuer, enfin encore une fois sur le côté positif, on se l'est dit tous les 5, chacun à notre place entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas abordé dans ces 4 épisodes et qui éventuellement étaient encore susceptibles de laisser des messages d'incompréhension en tout cas. Pas forcément des messages d'incompréhension, mais plutôt des messages d'intolérance. En fait, pas des messages, mais les personnes, si elles sont intolérantes, elles le seront indépendamment de ce qu'on peut dire. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont pas compris qu'on n'a pas choisi d'être gros. On l'est, on vit avec et on fait plein de choses formidables, mais c'est pas un choix. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile à déconstruire. Je pense que tu fais ça depuis plus de 20 ans, d'essayer de déconstruire, etc. Et nous, à différentes échelles, on le fait aussi. Mais il y a encore des gens, et je le vois encore plus dans le milieu du sport, mais on en a déjà parlé, qui sont persuadés qu'on est responsable de quelque chose et que de ce fait, ils se doivent de nous alerter sur quelque chose comme si on n'était pas conscient d'être gros. Je pense qu'on est on s'en rend compte, on le voit tous les jours. On a des miroirs chez nous. Voilà, et on est pleinement conscient des comorbidités associées à l'obésité. On est peut-être même plus conscient qu'eux sur certains sujets, mais il y a encore des gens qui ont des choses à dire et des choses dont on n'a pas besoin d'entendre. Voilà. On est forcément de toute façon plus conscient qu'eux parce que c'est nous qui vivons avec au quotidien. Donc en fait, même si eux nous le disent, ils n'ont pas besoin de nous le dire. En fait, on sait déjà le corps dans lequel on est et on sait que c'est pas forcément facile tous les jours, mais on fait avec, on vit avec et on est très bien comme ça. Après, ça peut être des questions qui sont posées de façon un peu naïve, j'allais dire, entre guillemets, parce que j'ai reçu un message d'un jeune homme il a 15 ans, et qui me dit, oui, mais pourquoi t'essaies pas de maigrir si t'arrives pas à faire des choses? Alors, je comprenais le sens de sa question. Alors, j'ai dit,
déjà tu sais pas si j'essaie pas de maigrir ou pas. Et après, on n'est pas obligé de changer quelque chose sur soi pour être accepté dans une société. Et puis, je lui fais, parce que il me dit que lui, il a un pote qui est gros et que justement, quand il lui répète tout le temps qu'il est gros et tout, ça va le faire changer. Et je lui dis, mais c'est pas bien de faire ça. Je lui ai dit, c'est ton pote, c'est pas très bien de lui parler comme ça. Il dit, oui, mais c'est pour qu'il réagisse. J'ai dit, mais tu penses qu'il réagit comment quand tu lui répètes tout le temps qu'il est gros, qu'il a pas ta pouffe, etc. Il dit, ben ouais, mais au moins il va bouger. J'ai dit, ben il a bougé depuis que tu as dit ça. Il dit, ben non, il est triste. Ben, tu vois, c'est pas l'idée que tu veux pas le rendre triste, c'est pas ça l'idée. Il dit, oui, mais sinon comment je peux faire pour le faire changer? Mais j'ai dit, mais pourquoi tu veux le faire changer en fait? Et il dit, ben je sais pas, parce que c'est comme ça, il faut pas des gros. Il m'a dit, il faut pas des gros. J'ai dit, mais il faut pas des gros, pourquoi? Parce qu'en général, sur les réseaux, je réponds beaucoup. Bon, au grand désespoir de mon amour, je réponds aux gens. Mais même dans la rue, tu réponds aux gens. Oui, Mais... ça montre une certaine persévérance, mais c'est plutôt bien. Et il me dit, mais non, parce que la société est comme ça, il faut être d'une certaine façon. Alors bon, moi je voulais pas me prendre à son physique, du coup j'ai regardé sa photo, mais je vais dire, il a 15 ans, je vais quand même pas, à mon âge, dire quelque chose sur son physique. Mais je lui dis, mais toi t'aimerais que, je sais pas, il y a peut-être des choses autour de toi ou sur toi que t'aimes pas trop et que tout le monde appuie dessus en te disant, il faut que tu le changes, il faut que tu le changes. Il dit, non, non, ça serait pas sympa. Je dis, c'est ce que tu fais aussi à ton pote en fait. Il me dit, ah oui, t'as raison, ah oui, c'est vrai. Puis il m'a répondu, je vais peut-être m'excuser. Je dis, c'est déjà un bon début. Mais tu vois, ça pose la question de l'âge. On disait qu'il faut que ça change dans la société, mais c'est aussi une question d'éducation, à votre avis? Parce que c'est vrai que quand tu racontais, alors c'était une certaine époque, puisque comme moi, tu es dans une tranche d'âge plus proche de la cinquantaine, quoi. Donc il y a quelque temps, et tu rappelais ton expérience à l'école, quoi. Enfin, et du coup, ça veut dire qu'il faut éduquer aussi à ces questions-là dès le plus jeune âge pour travailler sur les différences. Il s'agit pas de les gommer, mais il s'agit de les comprendre. Et donc ça veut dire que c'est dès l'école, voilà. Et alors là, tous autour de cette table, j'ai pas l'impression qu'on nous ait appris quoi que ce soit de ce goût-là quand on était petit. Et voilà, on a plutôt été justement sur des choses comme quoi être gros, c'est le personnage rigolo, c'est le personnage sympa dans les romans, en littérature, au cinéma, tout ça, etc. Donc j'ai pas l'impression que à l'école on est appuyé du doigt sur l'aspect entre guillemets plus sérieux de cette question-là. Voilà. Est-ce que c'est une solution en fait de démarrer très tôt et d'avoir une forme de conscience de ça? Ben ça peut et ça l'est en ce moment. Alors sur la différence au sens large, ça peut être gros, être noir, être arabe. Voilà, dans la société française, on est quand même très différents. Et je pense que avec le harcèlement et aussi le cyberharcèlement qui s'est ajouté. Il y a un travail qui est fait de communiquer sur ces sujets et de communiquer sur les sujets sur lesquels les personnes pourraient être harcelées. Donc souvent par rapport à leur origine, par rapport à leur morphologie, par rapport à leur orientation sexuelle. Il y a des enfants qui se suicident par rapport à l'orientation sexuelle, etc. Donc il y a un travail de fait, mais après, ce travail que les enfants peuvent avoir à l'école va se confronter à ce qu'ils ont après quand ils rentrent à la maison. Parce qu'en fait, les enfants qui développent par exemple des troubles du comportement alimentaire ont eu potentiellement des parents qui avaient des troubles du comportement alimentaire ou qui leur disaient « Ah, tu te resserres, ah, ceci, ah, cela ». Et donc, en fait, il faut aussi à la fois éduquer les enfants, mais être vigilant aux parents qui n'ont pas reçu cette éducation-là, que ça vienne pas se confronter, en fait, avec ce que les enfants pourraient entendre à l'école. Jennifer et Brunel, vous avez des enfants, mais pour le coup, je voudrais savoir si vous faites quelque chose de particulier dans ce sens-là, parce que vous avez été concerné par ce problème-là. Voilà, encore une fois, être gros, et vous nous l'avez raconté depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. C'est voilà, il faut vivre avec et puis vivre bien avec malgré les retours. Mais par rapport à vos propres enfants, est-ce que vous avez une sensibilisation particulière auprès d'eux, ou bien est-ce que le fait tout simplement de vivre avec vous et qu'ils vous voient vivre tout simplement suffit dans votre cas? Alors moi, de mon côté, le fait de vivre avec moi, je pense que déjà ça l'aide à comment dire, à appréhender le fait qu'il y ait oui. ces questions-là. Enfin, et parce que pour lui, il accepte clairement que sa maman, elle est bien en chair, qu'elle s'aime comme ça. Donc pour lui, c'est complètement normal. Donc il a rien du tout contre le fait d'être gros ou quoi que ce soit. Je l'éduque aussi sur le fait que qu'il faut quand même qu'il y a des choses à dire, à ne pas dire, parce que ça reste un enfant et les enfants n'ont pas de filtre. Et je l'éduque aussi sur le fait
que, enfin, là, je l'éduque pas, mais je fais un travail sur lui aussi, sur l'acceptation de soi, sur le fait de même si il peut être gros, mais c'est pas grave. Même s'il est gros, en fait, il peut très bien faire tout ce qu'il veut, tout ce dont il a envie, et que ça va pas l'empêcher de faire tout ce qu'il veut faire, quoi. Le souci que moi j'ai avec le papa de mon fils, parce que mon fils, il commence à grandir, donc il commence à bien manger, donc les adolescents, préadolescence, forcément, ça mange beaucoup plus, ça prend un peu de poids, et en fait, son père lui reproche, lui, d'avoir un trop gros ventre, de pas faire attention, de pas faire assez de sport, alors que c'est un enfant qui c'est un enfant, donc forcément il s'amuse en cours de récréation minimum 2 fois par jour, donc il court, il fait du sport à l'école, il fait aussi du sport extrascolaire, donc il fait de la piscine, donc c'est un enfant qui est très actif. Mais pour son père, ce n'est pas assez, parce qu'il prend un peu de poids, parce qu'il a un peu de ventre. Alors, il lui fait beaucoup de reproches. Et moi, derrière, en fait, je suis là, parce qu'on est parents séparés. Donc, moi, je suis là pour conforter mon fils, lui dire que c'est pas grave, que il changera, qu'il va grandir, que son corps va évoluer. Mais c'est pas évident parce que il commence à développer des complexes. Et surtout quand c'est son père qui lui dit, c'est pas évident parce que c'est censé être l'image masculine. En tout cas, lui, c'est plus de l'ordre de l'esthétique et de fait de dire, tes copains vont se moquer de toi, mais en fait, là, c'est pas ses copains qui se moquent de lui, mais c'est plutôt son papa. Et son papa est mince, lui. Son papa est mince, oui. Non, parce que le papa peut être gros et dire à son gamin. Ouais, non, le papa est mince, oui. Okay. J'ai pas précisé, mais le papa est mince. Il ne fait pas plus de sport que ça. Non, et puis, non, c'est vrai, je le dis parce qu'il pourrait faire du sport du sport avec son fils, il pourrait faire des activités, mais, c'est vraiment sur l'image. Oui, il est pas, en fait, c'est pas un mec qui va à la salle et qui est musclé, quoi. Donc, non, alors que, moi, je vais à la salle, je suis musclée, mais ça ne se voit pas. Et toi, Brunaël, justement, par rapport à tes enfants, est-ce que c'est une question qui se pose dans votre famille, en tout cas? Alors, le papa de mon fils et moi, on était tous les deux gros. On sait ce que c'est que la grossophobie, tous les deux. Je pense, du coup, que ça l'a aidé à une certaine tolérance avec les gens gros. Il nous trouve beaux, il me dit tout le temps que je suis belle. En tout cas, celui de 11 ans, voilà. Et en fait, moi, je suis plus dans l'approche de le laisser venir à moi. C'est-à-dire, je suis pas là à lui dire non, mais il faut être absolument tolérant, etc. Mais quand il vient et quand on peut amener une discussion, je le fais. Par exemple, ça c'est déjà arrivé qu'il rentre de l'école et qu'il me dise oui, mon copain un tel, il est gros. Il est gros. Et alors, du coup, où tu veux en venir quand tu me dis ça? Il est gros et moi, je le trouve sympa. Il est très positif vis-à-vis de la grossophobie. Je n'ai jamais vu qu'il y avait un souci, mais on va plus parler de métissage dans son cas parce que c'est un enfant métis. Et donc, du coup, c'est plus là qu'il se pose des questions et en ce moment, il se pose aussi des questions sur son genre, sa sexualité, voilà. Mais pour la grossophobie, vraiment, j'ai jamais eu à faire tellement d'efforts parce que son père et moi, on vit très bien notre surpoids. Même si c'est pas une fin en soi, c'est-à-dire que on se dit pas, oh, c'est trop bien d'être gros, et on lui dit pas que c'est trop bien d'être gros, mais notre physique ne nous empêche pas de vivre la vie qu'on a envie de mener. Et ça, il le voit. Voilà. Notamment le fait que je sois sur les réseaux sociaux, il en est très fier. C'est quelque chose qui lui plaît. On est très ouvert, très tolérant et on amène la discussion. Quand il a besoin, il sait qu'il peut venir et qu'on est très, très ouvert à tout type de sujet. Donc c'est vrai que j'ai pas eu tellement de travail à faire avec mon fils pour qu'il soit tolérant de quelque manière que ce soit. On vit aussi dans un quartier très mélangé où il y a de toutes les corpulences, toutes les couleurs de peau, toutes les religions. Donc ça c'est chouette parce que je trouve que les enfants sont assez ouverts et ils sont assez cool là-dessus. Donc c'est vrai que j'ai pas d'effort à faire. Et concernant les jumeaux de 3 ans, il y a pas de question qui se pose pour l'instant. Voilà. On va faire un 6e épisode dans 5 ou 6 ans alors. J'espère que ce sera tout aussi chill. Voilà. J'ai une question un peu délicate, on va dire. Est-ce que vos enfants, ils ont déjà eu des remarques de leurs copains, copines sur le fait, genre, ta maman, elle est grosse, ou ton papa, il est gros,
des choses comme ça? De mon côté, non, jamais. Ouais. Ou en tout cas, il ne Oui, m'en vous en- a vous jamais en a pas parlé. parlé. Voilà. Non, moi de mon côté non plus, j'en ai pas eu. J'ai pourtant fait pas mal de sorties scolaires avec les enfants, mais moi le seul retour que j'ai, c'est ta maman elle est trop belle, donc je suis très fière de moi. Mais il y a un compliment. Je tenais quand même à le remarquer, à le dire et à le remarquer, à le faire remarquer. N'empêche, parce que non, c'est important. On n'a pas dit que j'étais grosse, mais on a dit que j'étais belle. Bah, non, mais pareil pour vous moi. êtes, voilà, vous- La On vérité peut sort mettre de la les deux. bouche des enfants. Ouais. Oui, et pas seulement d'ailleurs, parce qu'on peut tous le remarquer ici. Vous êtes tous beaux et belles. Moi, il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir et que je pense que j'ai pas assez creusé avec vous. C'est sur cet aspect de militance. Peut-être un tout petit peu plus avec David et encore. Moi, je voudrais savoir, voilà, si on parle d'éducation, on parle aussi à un moment donné, de cette éducation auprès des adultes et souvent ça passe par, pour les gens concernés, par le fait de rentrer dans une association, militer, etc. Ou sinon faire des choses par ailleurs dans des activités. Et là, Stevie, on va parler sport et avec le marathon. Moi, je voudrais savoir, chacun individuellement, et puis même qu'on en discute entre nous et surtout entre vous, pourquoi et comment militez-vous pour pouvoir juste faire entendre un peu cette question un peu mieux, quoi. Voilà. Bah, déjà, il y a un truc, c'est que les personnes grosses, qu'elles le veuillent ou pas, elles militent. Le fait de sortir, de faire des choses, de s'habiller comme elles veulent, c'est militer. Même les personnes qui disent non, moi je suis pas militant, si c'était à l'extérieur et t'es en maillot de bain à la plage, ou même juste t'es vivant, parce que c'est ça, hein, les personnes grosses vivent. Juste ça, il y a des personnes qui leur reprochent d'être vivants. Donc juste ça, c'est déjà du militantisme. Alors, il y a différents niveaux. Il y a des gens qui vont dans des associations, qui vont sur différentes choses. Les élections de Miss, c'est militant. Voilà, c'est leur façon. Se montrer sur les réseaux, c'est militant. Organiser des compétitions sportives, c'est militant. Moi, je suis dans quelques associations pour personnes grosses où il y a des cours de sport, où il y a des vide dressing, des choses comme ça, qui en direction des personnes grosses. Ça aussi, c'est du militantisme. Alors après, il y a encore... Alors ça, c'est à l'intérieur de la communauté. Mais vers l'extérieur, par exemple, dans ces associations-là, quel type d'action vous menez? Est-ce qu'il faut des actes politiques forts, comme ça arrive dans d'autres domaines, dans d'autres actions, dans d'autres associations qui mènent, elles, des actions précises? Est-ce que, par exemple, ça, c'est ton type de... Est-ce que ça va jusque-là, ta militance? Voilà. Alors, je ne fais pas partie de groupes, d'associations comme ça, mais je suis leur travail. Lorsqu'elles font appel à moi pour me demander de signer des pétitions, des choses comme ça, je signe. Donc pour montrer que je suis quand même là, ou qu'il y a des cotisations, des choses comme ça, je donne parce que c'est important. Mais effectivement, je vais pas à des manifestations, des choses comme ça, c'est pas ma façon de faire moi. Mais je participe aussi à ma façon. Je relaie les choses sur les réseaux sociaux, etc. Qui est aussi du militantisme. Ouais. Et tes photos, elles sont là en quelques 15-20 ans d'exercice de ce métier de mannequin ou de cette activité de mannequin, tu sens qu'il y a que ça a contribué à changer le regard? En tout cas, du point de vue des hommes, en tout cas, parce qu'il y a soit les retours des personnes, alors hommes ou femmes, grosses ou pas, et qui sont étonnés. Alors parfois, il y a des trucs négatifs, mais il y a aussi des choses positives. Peut-être pas juste sur le fait d'être gros, mais aussi sur la façon de montrer des corps différents. Parce que moi je parle des corps gros parce que je suis gros, mais ça englobe aussi les personnes avec des corps vieillissants, des personnes avec des handicaps, des choses comme ça. Et je mets pas tout sur le même. J'allais dire, je mets pas tout sur le même piédestal, mais c'est le même ressort. Combat, voilà, c'est ça, c'est le même ressort. C'est le même combat, même si évidemment on ne vit pas les mêmes choses. Mais et le plus souvent, le retour que j'ai, c'est sur ça, sur le fait de montrer un corps différent. C'est important pour les gens qui le voient aussi. Ouais. Stéphie, est-ce que c'est du même ressort ce que tu fais toi avec justement ce marathon que tu organises? Tu vas nous en dire deux mots parce que en fait, quand tu m'en as parlé, je me suis posé la question, mais est-ce que c'est vraiment quelque chose qui s'est déclenché pour les personnes grosses? Et puis en fait, j'ai l'impression que non. En fait, dans ton idée, c'était pas ça le but. Et pourtant, il y a une forme aussi de militance là-dedans.
Alors, explique-nous un peu le projet, juste pour qu'on comprenne, et puis ce que tu en as fait et ce que tu veux en faire. Pour répondre à la première partie de la question, c'était pas à destination des personnes grosses. J'ai créé le semi-marathon des exceptions, donc un semi-marathon inclusif, parce que j'ai voulu faire un semi-marathon dans le pays dans lequel je vis, donc à savoir la France, et je me suis heurtée aux barrières de temps. Donc en fait, j'avais fait plein de courses avant, et les semi-marathons sont limités à moins de 3 heures en France, sous prétexte qu'ils sont qualificatifs pour les championnats de France d'athlétisme. Je vous rassure, je ne veux absolument pas faire les championnats de France d'athlétisme, et je pense que les 50 000 coureurs qui font des semi-marathons en France ne veulent pas faire les championnats de France d'athlétisme. Donc voilà, c'est ma frustration qui a créé ce projet, et l'idée n'était pas d'être moi-même excluante, puisque c'est ce que je dénonce. Donc en fait, le semi-marathon des exceptions n'est pas ouvert qu'aux personnes grosses, il est ouvert aux personnes qui ont envie de faire un semi-marathon. Qu'elles aient envie de courir, qu'elles aient envie de marcher, qu'elles aient envie d'y aller en trottinette, en vélo. Voilà. L'idée, c'est vraiment, je pense que la distance apporte quelque chose. Le moment, parce que moi, j'ai aimé les courses. Le moment qu'on vit quand on fait une course, au moment où souvent les gens se disent semi-marathon, c'est énorme. Déjà, tu dis marathon. Tu vois, marathon, c'est encore un autre level. Semi-marathon, pardon. Mais semi-marathon, c'est énorme. Et après, donc, souvent les gens viennent par curiosité, viennent aussi par affinité, ils viennent parce qu'ils m'apprécient. Et après, ils se disent, tu sais, où il y a certaines personnes qui sont venues et où leur famille n'avait pas confiance dans leur capacité à y arriver. Donc elles sont aussi venues se prouver quelque chose à elles-mêmes. Et elles sont rentrées à la maison avec leur petite médaille toute mignonne, et elles étaient fières en fait. Et c'est ce que je veux, c'est ce que le sport m'a apporté, et c'est ce que je veux aussi apporter aux autres en créant cet événement. Mais le fin observateur que je suis notera quand même que tu as appelé ça semi-marathon des exceptions. Oui. Mais parce qu'on est exceptionnel, non? Il fallait un nom à la hauteur. Exception dans ce sens-là, oui, dans le sens d'exceptionnel. D'accord. C'est ça. Ok. Et quand par exemple les gens te voient du coup, et te voient courir, et puis voient ton palmarès, parce que voilà, encore une fois aussi sur les réseaux sociaux, on te voit, voilà, notamment une photo avec la fière médaille, etc. Donc tu cours et tu remportes des prix, comme on dit. Est-ce que de ta part, il y a quelque chose aussi de, bon bah, mine de rien, je montre par là même que n'importe qui peut faire du sport, quoi. Point. Alors, au début, j'en avais pas conscience. Moi, j'ai été égoïstement faire des courses pour me faire du bien. Mais j'ai pris conscience en participant à des courses que je portais un message. Et donc, à un moment donné, j'ai accentué. C'est comme David qui vient avec son t-shirt qui porte un message. J'ai accentué. Je fais de chacun de mes déplacements dans un événement, quel qu'il soit, un événement. Donc, en fait, quand je participe à la première course des fiertés à Paris, ça a du sens à la fois pour la cause que je défends et pour la cause sous-jacente aussi que je défends. En étant une femme grosse qui ose se lever un dimanche matin, aller faire du sport, je pense que j'étais la seule. Voilà. Et dans toutes les courses dans lesquelles j'ai participé, en marchant là où on attend des gens en train de courir, c'est aussi une façon pour moi de militer, et c'est un militantisme passif. Mon travail ne me permet pas d'avoir une forme de militantisme actif, je me dois d'un devoir de réserve. Pour autant, je peux mener des actions militantes qui restent dans les valeurs des postes que j'occupe, et donc c'est une façon de militer passivement en prenant des baskets et en allant dans l'espace public. Ce sera le seul moment promo, mais juste où on peut trouver les informations, parce que quand même c'est important. Non, mais si les gens veulent tout simplement le savoir, et puis on l'a pas dit dans les épisodes précédents, et là en l'occurrence. Vous venez sur Semi-Marathon des exceptions. C'est facile à trouver. Et si vous êtes curieux de savoir. Réseau Oui. Sur Instagram, surtout voilà. sur Instagram. Surtout sur Instagram. Et si vous voulez savoir donc quelle inscription est écrite sur le t-shirt de David, puisque Stéphie en a parlé, c'est Chubby Boys are hot. Voilà, donc c'est les garçons ronds sont chauds. Voilà, sont chauds, sont sexy. Ils sont chauds, sont sexy. Il faut le dire. Et ça va bien. Bon, on voit pas le fauteuil, mais ça va avec le fauteuil sur lequel il est assis. Oui, c'est le fauteuil qui est donc chez moi à mon domicile, puisque je reçois les 4 invités à la maison, et j'ai un joli fauteuil jaune qui va bien avec le jaune de l'inscription sur le t-shirt rouge. David. Et alors ça, Chubby Boys are hot, les garçons ronds sont chauds, c'est aussi de la militance. Oui, parce que quand je me balade dans la rue avec, alors il y a des gens qui sont intéressés ou qui sont un peu surpris, et puis alors parfois il y en a qui me font signe, genre ils sont ok, ils sont d'accord. Ça sert à draguer aussi, je dois le dire. Et puis c'est une façon parce que c'est quelque chose qu'on voit pas, c'est autour de soi.
on voit, lorsqu'on parle de sexitude, on montre un certain type de corps. Et les corps gros sont... Alors, je parle pour les corps masculins, parce que les corps féminins gros sont souvent associés à la sexualité, la sensualité. Les corps gros masculins, non. Alors, donc, juste en mettant ça, c'est montrer aussi, voilà, les corps sexy ne sont pas automatiquement minces, musclés. Bon, s'il faut entrer dans le truc blanc, jeune, il y a d'autres. Mais on peut rentrer dans le truc parce que du coup le côté croisé hétéro aussi, oui. Voilà. Le côté croisé était vraiment un truc aussi très important et je sais que ça a marqué beaucoup l'oreille des gens d'imaginer qu'effectivement voilà, gros, noir, homo, femme, etc. Enfin pouvait effectivement oui, créer une forme d'accumulation de discrimination. Mais juste pour continuer Brunel et Jennifer, voilà, sur votre militance, ça vous... Alors, Brunel, on en a parlé parce que sur les réseaux sociaux, tu es amené aussi à répondre à des gens qui ont des commentaires vraiment pas sympas. Ça c'est ce que tu as dit, en répondant notamment là quand on s'était vu par une petite danse pour dire que je vis. Je me fous de vos commentaires et je suis belle, je suis grosse, ok, mais je suis vivante et il y a un petit côté Aimé Césaire, je suis nègre et je vous emmerde, mais il y avait un peu de ça aussi. Est-ce que ta militance à toi, donc, est essentiellement dans le domaine dans lequel tu exerces, là, tu crées des contenus, conseils de lecture et tout ça, etc. Parce que voilà, et puis tu continues parce que c'est ta life, quoi. Alors, je suis pas dans le militantisme, je suis pas dans une association et tout, mais effectivement, je me sers de mes réseaux sociaux pour transmettre des messages qui soient créés par d'autres, parce qu'il y a des gens qui font ça bien mieux que moi et qui maîtrisent le sujet bien mieux que moi, ou moi, en faisant une petite danse pour dire, allez vous faire voir, voilà. Je suis tel que je suis et si vous n'êtes pas content, c'est pareil en fait. Je vais pas m'arrêter de vivre parce que vous avez un problème avec mon corps, ou ma couleur de peau, ma texture de cheveux, mon sexe, voilà. Est-ce qu'il t'est arrivé frontalement d'avoir à répondre ce type d'argument à quelqu'un ou à quelqu'une qui est venu te chercher ? Alors, sur mes réseaux sociaux, je suis amenée à le faire souvent parce que forcément, quand on se montre, on a aussi un aspect négatif des réseaux sociaux, c'est les gens qui n'ont pas de scrupules pour commenter des gentilles choses en disant que je suis dégueulasse, que les femmes noires sont horribles, vénales, et je ne sais quelle chose encore. Donc, je suis amenée à faire des réponses, soit en privé, voilà, soit de temps en temps, j'aime bien montrer aussi ce qu'on vit en fait à travers nos réseaux sociaux, ce qu'on vit, ce qu'on doit subir, ce qu'on doit répondre à ces gens-là, tout simplement. Et alors, je vais vraiment poser la question très franchement, mais le jeu en vaut-il la chandelle ? Est-ce qu'il y a plus quand même de positif dans les réseaux sociaux de ce que vous recevez que voilà ça, parce que ça pourrait en flinguer un ou deux, quoi. Oui, moi je trouve que il y a plus de positif que de négatif. Et effectivement, on retient très souvent le négatif parce que ça nous impacte, ça marque, ça nous choque, ça nous blesse, ça nous vexe, mais 90% des gens sur, en tout cas mes réseaux sociaux, sont gentils, bienveillants et surtout ils sont là pour moi, pour ce que je leur apporte, ce que eux m'apportent aussi. C'est un échange de bons procédés, mais non, il y a plus de positif que de négatif me concernant. Mais c'est vrai que le négatif est très marquant. Quand on me dit que je suis une sale grosse négresse, c'est violent, c'est violent. J'ai vu là, mais tout récemment, je crois que c'est la DJ Barbara Butch qui a sorti un nouveau titre et on voit le clip traîner sur Internet et en commentaire, j'ai vu le premier message que j'ai vu, c'est Gruik, 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 Gruik. Et je dois avouer que il n'y a pas besoin d'être concerné pour voir la violence de certaines réactions et c'est extrêmement violent, je trouve. Voilà. Le négatif amène le négatif et le positif amène le positif. Si le premier commentaire il est positif, très souvent je vais avoir du positif. Il y aura vraiment très peu de négatif. Si le premier commentaire que je reçois sous une vidéo, un TikTok, une vidéo YouTube, que sais-je, c'est négatif, c'est une avalanche de choses immondes. Voilà, surtout sur TikTok. TikTok, c'est un réseau social très difficile. Oh oui. Parce qu'en fait, la cible aussi. Tu vois, la cible de TikTok, c'est des adolescents en construction, etc. Oui. Donc, c'est un réseau social. Oui, et c'est sans filtre en plus. Mais encore plus, je veux dire. J'ai remarqué que c'était vraiment tout à chacun. Et les
personnes racisées ne sont pas en reste, en fait. Pour les commentaires racistes, on porte le même combat, mais les gens sont particulièrement horribles. Quand c'est pas leur oppression à eux, ils sont mais horriblissimes. Voilà. Et il y a comme une échelle de valeur, en fait. Et j'ai l'impression que la femme noire, en plus si elle est grosse, elle arrive vraiment très très bas dans cette échelle de valeur imaginaire. Voilà. Jennifer, alors, Stéphie, tu pourras aussi répondre à cette question-là parce que je vais dire très franchement, sur les concours de beauté, quels qu'ils soient, hommes, femmes, et puis après dans les différents pays tels qu'ils sont organisés, moi c'est quelque chose qui à titre personnel, me gêne et me dérange, parce qu'il y a un côté, on montre avec du public qui est là, qui juge, et puis on regarde, on scrute, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal à ça, de façon globale et générale. Pour autant, vous avez participé donc à ces concours de beauté là. Est-ce que là encore c'était un acte militant, ou c'était aussi le plaisir de participer à un concours de beauté, parce que aussi c'est dans l'imaginaire depuis très longtemps, quand on est gamin, ça il y a quelque chose aussi de super valorisant, de se dire qu'on a été choisi, qu'on est l'élu, etc., etc. C'était des moments importants pour vous, d'abord de militance ou d'abord de confortation. Je sais pas quel mot employer en fait. Non, c'était vraiment un acte militant au départ parce que forcément, c'est militer déjà aussi par rapport au concours Miss France qu'on connaît tous, parce que Miss France se contente de respecter beaucoup de critères. Oui. Et forcément, c'est pour ça que ça a contribué à ce rejet dont je parlais tout à l'heure. Donc il faut prendre en compte beaucoup de critères. Donc forcément, une personne comme moi, Stéphie, Brunel, on n'aurait pas pu faire ce concours parce que forcément ils n'acceptent pas les femmes à forte corpulence et au-delà des autres critères aussi de l'âge et de la maternité, parce que oui, il faut pas être maman, faut pas être marié, alors que le concours auquel Stéphie et moi avons participé, il n'a que 3 critères, ou il n'avait en tout cas que 3 critères. Il fallait juste être de nationalité française, avoir plus de 18 ans et faire 6 kilos de plus que sa taille, dans mes souvenirs. Et 6 kilos de plus que sa taille, c'est pas forcément si gros que ça finalement. C'est juste être en léger surpoids. Et oui, pour moi, c'était vraiment le fait de nous montrer, de nous donner de la visibilité, parce que encore il y a quelques années. Finalement, on n'était pas si visible que ça, et oui, en fait, c'était pour moi, oui, un acte militant. Ouais. Quand j'ai dit ça tout à l'heure sur les concours, c'est qu'effectivement, on ne voit toujours qu'un type de corps, quoi. C'est pour ça que personnellement, j'ai beaucoup de mal avec ces concours-là. Mais celui-ci étant ouvert à d'autres types de corps, ça semblait aussi un vecteur intéressant, important pour que d'autres gens qui sont adeptes peut-être de ces concours-là voient d'autres corps. Vraiment, c'est comme ça que vous, toutes les deux, Stéphie aussi, c'est comme ça que tu l'as vécu, toi. Le concours parce qu'on a eu, par exemple, dans ton année, il y a une personne qui faisait une taille 38, moi je fais une taille 56, voilà. Et il y avait potentiellement des filles avec toutes les tailles. Donc en fait, ça montrait un peu un reflet de la société. Contrairement au concours Miss France où plus elles sont minces, mieux c'est. Là, on était vraiment sur un concours de beauté parce que il faut bien appeler ça d'une certaine façon, mais c'était surtout un concours représentatif de la plupart des femmes françaises. Il n'y en avait pas une qui était plus représentée que d'autres. Tout le monde pouvait s'identifier, d'une part. Et d'autre part, moi, j'ai fait 2 fois ce concours. La première fois, je pense que ça a réparé quelque chose en moi. Parce qu'on a parlé tout à l'heure du fait de se sentir seul quand on est gros. Et en fait, de se retrouver avec différentes femmes qui ont peut-être eu des fois les mêmes vécus, des fois des vécus différents, mais le même combat. Donc ça a réparé, moi, la première année, ça a réparé quelque chose en moi. Mais dans ces concours de beauté, il y a aussi des critères de beauté. Et donc, je me suis rendu compte en le faisant une première fois que je ne faisais pas partie des critères de beauté. Donc, en reparticipant la seconde fois, j'y ai été pour montrer que, en étant une femme grosse d'une taille 56, je pouvais aussi être belle, je pouvais aussi avoir des choses à apporter à la communauté, etc. Et d'avoir été élue, en tout cas, on m'a dit qu'il y avait jamais eu, surtout parce que j'ai été élue sur Paris, Jennifer, elle a été élue sur Île-de-France, il y avait jamais eu de fille de ma taille qui avait été élue. Donc, à ce moment-là, ça a été une forme de militantisme, en effet.
David. Déjà, bravo. Moi, j'ai participé au concours de Miss, mais en tant que juré, il y a 5 ans. C'est là où j'ai rencontré Jenny, du coup. Et en fait, lorsqu'on est venu me demander si je voulais participer, au départ, j'étais pas très enthousiaste parce que, comme toi, les concours de Miss, je trouvais un peu, on montre certaines beautés, toujours les mêmes, comme je sais pas l'élection de Miss Monde où on va pas me faire croire que dans tous les pays, toutes les filles font 1m80 et sont minces. Bon. Oui, mais c'est l'illusion que ça donne. Mais et oui, voilà. Effectivement, ça renforce une norme qui ne devrait pas être. En fait. Voilà. Donc j'étais pas très enthousiaste au départ sur ça. Et mais je me suis dit je vais y aller aussi pour rencontrer ces femmes qui s'inscrivent. J'avais surtout envie de savoir mais pourquoi elles s'inscrivent. Est-ce qu'elles veulent prouver quelque chose? Est-ce qu'elles le font pour elles? Pourquoi elles étaient là? Donc maintenant il y a prescription, donc je peux le dire. Quand je suis allé comme juré et qu'on avait tout notre truc avec des notes, etc. J'ai commencé par donner le maximum de notes sur la beauté à tout le monde. Et je me suis le Jacques Martin des concours de beauté. Tout le monde a gagné. Mais en fait, il y avait plusieurs critères. Mais en tout cas, sur beauté, j'ai mis le maximum à tout le monde. Et je me suis dit, moi, je vais me baser sur parce qu'elles ont un petit texte à dire ou pourquoi elles se présentent, etc. Et je me suis basé sur ça pour voir leur personnalité et ce qu'elles veulent dire. C'est ce qui m'intéressait, en fait. Leur physique, c'est pas que ça m'intéressait pas, c'est juste que c'était pas le truc le plus important pour moi, en tout cas, dans pourquoi j'étais venu là. Et donc, je me suis basé sur ça, sur découvrir ces filles qui avaient des parcours parfois difficiles, qui voulaient prouver des choses soit à leur famille, soit à leur entourage, soit à elles-mêmes. Il y a certaines aussi, c'était pour être avec d'autres filles qui vivent la même chose qu'elles. Et j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant que le physique lui-même de se dire elles sont belles, oui, ok. Il y a certaines qui étaient là pour avoir une approbation, mais j'avais envie de leur dire, mais t'as pas besoin d'approbation pour ça, t'es très belle. Mais c'était surtout c'était des personnes, en fait, que je voulais rencontrer. Et puis, j'ai pas été déçu si bien que le résultat, c'était un peu Jacques Martin, en tout cas, moi, à la fin, je me suis dit, mais il n'y a pas une plus belle que les autres, en fait, elles se valent toutes, en fait. J'aimerais juste qu'on parle d'aujourd'hui. On a commencé à amorcer notamment quand on parlait d'intersectionnalité. Comment vous vous sentez aujourd'hui au sein de la société française dans sa globalité? J'aimerais savoir comment vous vous sentez bien ou pas dans cette société. Alors, je trouve, et je l'avais dit déjà, qu'il y a une certaine forme de régression. Que ce soit mon statut de femme noire, et c'est bien plus sur ça que je souffre en France aujourd'hui que sur mon poids. Je trouve, en tout cas, dans ma perception des choses, je suis plus une femme noire qu'une femme noire et grosse, vraiment. Donc, moi, je trouve qu'il y a une certaine régression, il y a un certain mépris. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le sens. Je trouve que on est de moins en moins bien. Il y a eu cette grosse apogée de ce qu'on appelait le body positive, et maintenant, c'est moins le cas. C'est beaucoup moins le cas. Je trouve que ça devient de plus en plus dur. Je sais pas si c'est que moi qui ai cette perception-là. Alors oui, je choisis bien les médias que je regarde, les gens que je suis. Donc, je suis toujours dans une espèce de bulle de bienveillance et voilà. Mais quand je sors de cette bulle, je trouve que c'est très anxiogène. Je sais pas pour vous, mais moi, je pense qu'on va être mangé à une sauce pas très très savoureuse. C'est comme ça que je le perçois en tout cas. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Dans le climat politique actuel, je ressens qu'il y a toutes les minorités. J'ai l'impression que toutes les minorités sont en danger. Oui. Pour être clair. Comme un retour en arrière, tu veux dire ? Oui, complètement. Ouais. Et ça, à tous les niveaux. Alors qu'on soit une minorité ethnique, qu'on soit une minorité de genre, qu'on soit une minorité d'orientation sexuelle, c'est la même chose. Il y a une espèce de retour à des années qui n'étaient pas très sympathiques. Et je trouve que c'est très oppressant, ouais. Alors bon, comme moi, on est à l'intersectionnalité de plusieurs choses. Donc je suis noir, je suis gros, je suis gay. Du coup, je ressens plein de choses. Alors, comme Brunel, ce n'est pas en tant que en tant qu'homme gros, c'est ce qui me pose le moins de problèmes, hein, clairement. Moi, c'est surtout le fait d'être gay. Voilà. Après, le fait d'être noir, j'ai la chance, on va dire, de ne pas avoir trop
de problème à ce niveau, mais comme je l'avais déjà fait remarquer dans d'autres médias, etc., c'est que les gens me perçoivent d'abord comme gay avant de me voir comme noir. Donc, ça me met dans d'autres catégories. Par exemple, en tant qu'homme noir, j'ai été contrôlé 2 fois en 25 ans. Ce qui est... Alors, la plupart des hommes de mon âge, il y a certains, c'est tous les week-ends. Voilà, des choses comme ça. Et parce que les forces de l'ordre, etc., estiment comme je suis gay, donc je suis potentiellement gentil, inoffensif. Et peut-être même que le fait d'être gros aussi fait que du coup ça va, il a l'air aussi gentil, inoffensif. Voilà, c'est ça. Ferait pas de mal à une mouche. C'est possible, ouais. C'est possible. Mais sinon, dans l'autre sens, être identifié aussi comme gay, ça fait que certaines personnes, aussi avec l'avènement des réseaux sociaux, se sentent plus libres de dire certaines choses. Plus libre en fait, il y a une espèce de parole qui est devenue plus libre, d'être raciste, d'être homophobe, d'être sexiste, qui me surprend énormément en fait. C'est horrible, vraiment. C'est vraiment, enfin, je trouve ça vraiment. Jennifer. Ouais, non, moi, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est vraiment horrible parce qu'en fait, les gens se sentent libres de dire tout ce qu'ils veulent. Mais s'ils nous voyaient en face, en fait, ils ne diraient même pas le quart de ce qu'ils nous disent derrière leur écran, en fait. C'est ça que je trouve, je veux dire, dégueulasse. Je suis un petit peu modéré sur ça. Moi, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui, justement, sont tellement à l'aise de l'avoir dit sur les réseaux sociaux qu'après, ils peuvent le dire en face. Alors, après, c'est aussi accentué parce qu'il y a certaines personnes politiques, certains partis qui disent les choses. Du coup, c'est une espèce de validation de, bah oui, on peut le dire. Attends, lui, il sera peut-être président. Et il le dit. Ouais, moi je vois plus le fait que les gens se cachent derrière leur écran et qu'ils n'osent pas peut-être certaines personnes, après peut-être pas tous forcément, n'osent pas forcément le dire en face, mais ils se libèrent derrière leur écran parce qu'ils savent très bien qu'ils vont pas être confrontés de manière frontale avec la personne. Après, ça peut changer aussi, comme tout à l'heure on parlait de Barbara Bush qui cette semaine elle a porté plainte contre les gens qui l'avaient harcelé sur les réseaux sociaux, et il y a des personnes qui ont été condamnées. Justement, le fait qu'il y ait des condamnations, ça joue aussi. Parce que les gens sont derrière leur écran, mais ils oublient que même s'ils ont des pseudos à la con et des machins, on voit leurs photos, ils ont des adresses IP, on peut remonter à eux, voilà. Retracer à travers donc ils sont pas totalement je suis caché derrière mon écran, je peux dire ce que je veux. Ben non. Après, dans l'histoire de Barbara Bush, et notamment par rapport au JO, le nombre de personnes qui l'ont harcelé versus le nombre de personnes qui ont été condamnées, voilà, ouais. Je sais pas si c'est assez exemplaire de mon point de vue. C'est ce que j'allais dire, et Rebecca Chaillon a subi exactement la même chose en tant que femme noire, grosse et lesbienne après son spectacle qui est passé à Avignon, et qui il y a une énorme opération bien dégueulasse de harcèlement qui l'a conduite à porter plainte. Les gens ont été condamnés, mais j'ai l'impression que c'est, voilà, comme tu le dis Stéphie, peut-être que ça a moins de retentissement que finalement tout le déversement d'insultes, etc. Ça a moins aussi ce côté réparation, parce que souvent quand on se lance dans un combat judiciaire, etc., on attend aussi une certaine forme de réparation, qu'elle soit juste actée, j'ai été victime de cette situation, ou actée aussi financièrement. Il y a des fois, la réparation, elle passe aussi par là. Mais de fait de condamner que très peu de personnes, ça donne aussi l'information, ça renvoie l'information aux personnes qui commettent ces actes-là, qui peuvent toujours essayer et qui pourront peut-être passer entre les mailles du filet. Et c'est peut-être aussi pour ça que le discours de ces personnes-là, c'est plus libéré, je trouve. Parce qu'en fait, des fois même, on signale les choses sur Instagram. Je parle du réseau social que je connais. Pour eux, ça ne relève pas de la liste qu'ils ont déterminée comme étant des choses dégradantes. Pour autant, il y a des choses qui sont signalées à Instagram qui sont problématiques. Mais par contre, on peut signaler des gens gros, et Instagram, lui, il est d'accord. Pourquoi? Parce que, je sais pas si c'est le cas, mais parce que l'insulte, évidemment, est punie, mais la grossophobie est encore perçue comme quelque chose de, oui, certes une discrimination, mais peut-être pas au même titre, avec les mêmes types de préjudices. Enfin, on a l'impression que c'est effectivement... la grossophobie, ça fait encore partie des blagues. On peut faire des blagues grossophobes sur tous les plateaux télé, etc. Et ça passe. Donc, alors que les blagues sur le racisme, sur l'homophobie, sur le validisme, le sexisme aussi, ça commence à baisser, mais sur la grossophobie, ça passe tranquillement. Tout le monde rigole. Oh, c'est pas grave, c'est rien. Mais déjà juste que les gens donnent toujours leur avis sur le corps des autres. Tu vois, c'est
c'est quelque chose qui est toléré, c'est pour ton bien, c'est une critique positive, non, en fait, c'est mon corps, mon choix de grossir, mon choix de maigrir ou pas, mais voilà. Par exemple, il y a d'autres situations, mais est-ce que tu es enceinte? Est-ce que ça te regarde? C'est des choses, en fait, que les gens se permettent et non. Il y a des choses qui sont pas OK. En fait, en plus, là, on approche des fêtes et puis même à tout autre événement de la vie. Non, c'est pas OK de juger les gens sur leur corps et de donner ton avis. Tu sais pas ce qui se passe dans la vie de la personne. Et à quelques moments que ce soit de sa vie, c'est pas OK. Si elle t'a pas demandé un conseil, c'est qu'il est pas sollicité. Voilà. Pour le coup, c'est tellement pas normal d'être gros dans leur tête que du coup, effectivement, ils se permettent de regarder dans le panier. Je crois que c'est toi, David, qui me racontait ça dans les supermarchés, que les gens regardaient dans ton panier pendant que tu fais tes courses en disant « Ah oui, d'accord. » Vous ne devriez pas prendre ça quand même. Ouais, c'est ça. Ouais, ou dans ton assiette. Moi, je ramène mon repas au travail et tous les jours, quand je passe mon truc au micro-ondes, il y a un regard sur ce que je vais manger. Voilà. Et c'est tout le temps. Et ça vaut aussi si tu manges au restaurant. Alors, on n'en parle pas, mais ça vaut aussi si on prend quelque chose au restaurant. Ça vaut aussi si on mange une glace l'été à la plage. Ça vaut pour tous les moments de la vie, en fait. Du coup, à contrario, quand vous en parlez, il y a des gens qui estiment que c'est trop, quoi. Oui, vous exagérez, ou c'est trop, ou alors, voilà, enfin, il y a une forme d'appel à, attendez, c'est bon, ça va, quoi. Mais bien sûr, on fait l'apologie de l'obésité. Oh mon Dieu, soyez tous gros, vous serez heureux. Voilà, c'est ce que les gens pensent qu'on dit. Mais on dit pas ça du tout. On dit juste que on peut vivre une vie tout à fait normale, faire exactement les mêmes activités que vous. Ça ne nous empêche pas de vivre. Je suis mariée, j'ai 3 enfants. Si je veux aller faire un semi-marathon, je peux. Si je veux peindre, je peux. Si je veux porter un porte-jartel, je peux. Enfin, mais je vous dis pas de devenir gros. Mais aucune personne grosse n'a jamais dit ça, en fait. Je vous dis juste que les gros ont le droit d'exister. C'est ça, voilà, c'est tout ça. simplement. Complètement. Je trouve ça quand même assez fou. Si je montre mon look du jour, on va me dire, mais tu fais l'apologie de l'obésité. Non, je vous montre que j'ai un nouveau pantalon, les gars, c'est tout. Ça s'arrête. Très joli. C'est fou, ça, quand même. Je sais pas. Mais je pense aussi que le fait que les personnes dites d'autorité, les politiques, les médecins, les discriminations les plus violentes que j'ai subies dans ma vie, c'est pendant mes grossesses. Ouais, comme tu l'expliquais dans le 4e épisode, et ça aussi, c'est c'est une des choses qui est revenue aussi, alors, de la part de beaucoup de femmes qui comprennent ce que c'est qu'un accouchement encore mieux que nous, les hommes. Mais pour le coup, c'est vrai que j'ai eu des retours aussi sur tout cet aspect choquant que tu racontais pendant la grossesse. Donc ça aussi, ça veut dire que voilà, il y a des changements encore, on va continuer à opérer au niveau de ces personnes d'autorité là. Obligatoirement, ça peut amener à changer les choses, quoi. Une échographie, quand on est grosse, ce n'est pas anodin. C'est pas juste un peu de gel et une sonde qu'on va passer sur notre ventre. On va appuyer. Oh, c'est ça. Ouais, pour nous faire mal, on voit rien. Oh, vous êtes trop grosse. J'arrive pas à voir. C'est horrible. Il faudrait songer à faire quelque chose quand même. Oui. Il faudrait penser à arrêter de grossir aussi. Faut pas prendre de poids. Faut pas c'est bon. Ouais. Oui. Moi, ma gynéco, elle me l'a dit, mais à chaque rendez-vous. Je sais pas si j'en ai parlé lors de l'épisode, des épisodes précédents, mais c'est vrai que moi, j'ai vécu une très mauvaise expérience avec ma gynéco. Elle me disait, oui, faut arrêter de prendre du poids, faut surtout pas arrêter le sport. Je lui dis, oui, mais j'ai mal au dos. Oui, mais c'est pas une raison, vous continuez le sport parce que là, faut plus prendre de poids. Il m'est arrivé de lui mentir sur ma prise de poids parce qu'il fallait se peser forcément à chaque rendez-vous. Mais comme elle regardait pas forcément la balance, je mentais sur mon poids. Je disais beaucoup moins. Et comme ça, je disais, non, je mentais. Enfin, mais c'est vrai que finalement après, je ne pouvais plus voir ma gynéco. Une fois que j'avais perdu ce poids-là, je pouvais plus la voir. J'allais voir, là même encore actuellement, je préfère voir une sage-femme pour mes rendez-vous gynécologiques. J'ai vu sur Internet une femme, je ne sais pas si elle est influenceuse à la base ou si elle a un autre type de métier, mais qui maintenant fait des formations contre la grossophobie et qui fait des appels aux entreprises, aux médecins, etc. pour former toutes ces personnes-là
à prendre en compte cette question de la grossophobie. Alors, je ne sais pas si ça existe de façon multipliée. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais voilà, j'ai été très surpris de voir cette annonce face caméra de quelqu'un qui dit voilà, si vous avez besoin de former vos dirigeants, vos salariés, les médecins, etc. Moi, je vais vous apprendre ce que c'est que la grossophobie et surtout à lutter contre, quoi. Voilà. Ça, ce type d'initiative-là, ça va aussi dans le bon sens. C'est primordial, je pense. C'est primordial. Il faut que nos soignants, si on parle juste de ça, soient formés à ne pas être discriminants. Je pense que tout le monde ici sait que l'obésité, c'est une maladie multifactorielle et c'est pas forcément un signe de mauvaise santé. C'est-à-dire que je n'ai pas de cholestérol, je n'ai pas de diabète. Voilà. Non pas que les personnes qui ont du diabète et qui sont grosses mangent mal ou je ne sais quelle raison farfelue, mais en fait, est-ce qu'on peut être soigné pour ce qu'on vient voir sans être discriminé ? Est-ce que je peux avoir une échographie qui me fait pas mal ? Est-ce que je peux avoir une anesthésie ? Et ça, en tant que femme grosse et noire, je l'ai vécu à mes 2 accouchements. Est-ce que je peux avoir une anesthésie quand je vous dis que j'ai mal ? C'est pas parce que je suis gros, c'est pas parce que je suis noire, j'en fais pas des caisses. Si je dis que j'ai mal, j'ai mal. Si je dis que j'ai mal au genou, c'est pas parce que je suis trop grosse, c'est parce que j'ai un problème au genou. Est-ce que tu peux faire ton travail ? S'il te plaît. Voilà. Ajouter à cela le syndrome méditerranéen qui fait que du coup, oui. être noir ou être on résiste mieux à la douleur. Ouais, c'est ça. Oui, c'est toutes les personnes racisées en fait. Voilà, que les personnes racisées résistent mieux à la douleur, suivant qu'on le veuille ou non, un vieux principe colonial comme quoi, c'est pas grave. Enfin, elles résistent mieux à la douleur ou alors elles exagèrent les. Pour eux, on exagère tout le symptômes. temps. Ouais. Mais c'est un truc, pardon. Vas-y. C'est quelque chose qu'il faut revoir jusque dans le système des écoles de médecine, par exemple. Voilà, le syndrome méditerranéen, on l'apprend aux élèves. On dit aux étudiants, mais vous savez, il y a certaines catégories de la population, elles ont ça, donc voilà. Je voudrais, parce qu'on va, voilà, se séparer. Peut-être que, comme l'a dit David avant qu'on commence cet enregistrement, peut-être qu'il y aura un 6e épisode, allez savoir. Mais en tout cas, juste pour finir, voilà, on est sur la première, donc on parle des Outre-mer, et puis vous en avez parlé chacun à des moments particuliers. David, quand il y est revenu, puisque tu es né à Paris, tu étais reparti vers l'âge de 2 ans, c'est ça, et t'as 2, 3, un peu plus après. Mais en tout cas, tu parlais de ton enfance là-bas et aussi justement par rapport à plein de choses, le fait d'être gros, le fait d'être gay. Mais j'aimerais juste savoir aujourd'hui, là, par rapport à ces terres d'origine qui sont les vôtres, j'allais dire presque dans votre corps, qu'en est-il de cette relation-là avec cette terre-là, avec ces terres-là, parce qu'on a un peu de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique. Alors moi, ça fait 20 ans que je suis pas allée en Guadeloupe. Et j'en rêve. Je l'idéalise, je la fantasme tellement j'ai envie de ça. J'espère pouvoir y aller l'année prochaine, mais je suis peut-être un peu dans l'utopie, l'imaginaire. Je sais pas ce qui se passe vraiment sur place. J'ai des échos, mais voilà. Donc il y a ce besoin viscéral de pouvoir y retourner, mais en même temps, je sais pas. Ce qui m'attend. Est-ce qu'il y a une interrogation par rapport à justement à ton corps et par rapport au corps des autres là-bas, parce que voilà, on dit qu'effectivement là-bas les gros et les personnes grosses sont beaucoup plus acceptées parce qu'il y en a un petit peu plus, etc., etc. Voilà, c'est un peu pareil. Je reste dans le fantasme. Est-ce que tu te fais des interrogations par rapport à ça ? Alors, juste vis-à-vis de ma famille. Parce que je sais que y a de la grossophobie dans ma famille et il y a juste cette interrogation. Mais vis-à-vis du reste des gens, non, je m'en fous. Je vais parler de la Martinique, puisque je suis originaire de la Martinique. Stéphie. J'ai le sentiment, en tout cas par rapport à la Martinique, moi j'y retourne pas, je suis pas retournée depuis mes 27 ans. Ce qui me manque de la Martinique, c'est le beau temps, etc. Ce qui me manque moins de la Martinique, c'est le regard des gens. Et c'est le côté intrusif des gens, je trouve, aux Antilles. Je me souviens, quand je suis retournée la dernière fois, il y a une dame qui m'a demandé est-ce que c'était les pommes de terre françaises qui m'avaient fait grossir. Voilà. Donc, j'avoue que parce que là, on a parlé un peu des Miss, donc on peut en reparler un tout petit peu. Il y a eu le voyage de Miss France en Martinique, donc j'ai vu les images. Voilà, ça m'a rappelé des souvenirs. Et puis après, je me suis rappelé la réalité aussi qu'est la Martinique, donc à la fois les difficultés financières, économiques, tout ça qu'ils rencontrent, mais aussi la population.
la façon dont ils ont d'être vraiment intrusifs dans la vie des autres, de critiquer, d'à la fois te dire si tu manges pas, pourquoi tu manges pas, et puis après de te dire t'as grossi, hein, vraiment, je sais pas ce qui s'est passé, voilà. c'est là pour le coup ils sont directs, hein. Il y a pas de je prends de virage, non, c'est direct. T'étais pas comme ça la dernière fois que je t'ai vu. Et donc de ce fait, je suis pas certaine de retourner en Martinique un jour, à moins d'y être contrainte, parce que j'ai pas envie de vivre ça en fait. J'ai pas le choix déjà de le vivre en France. Je choisis de ne pas le revivre en Martinique en tout cas. Ah ouais, c'est à ce point. Ah ouais, c'est fort à ce point. Parce qu'il y a l'inverse aussi. C'est toi qui parlais d'ailleurs, je crois, dans un des épisodes de la fétichisation des corps. Parce que tu en parlais ici, en te baladant notamment, je crois, une fois vers Gare du Nord et tout ça, avec des regards. Tu étais sorti de façon, tu étais habillé pour aller en soirée et donc avec ces regards de travers. Mais ça t'est arrivé aussi justement en Martinique, l'inverse du coup. En Martinique, ça m'est arrivé, mais quand j'étais plus jeune. Donc, quand j'étais mineure. Donc déjà, moi, ça me pose un autre problème. Voilà. Quand je suis retournée, peut-être que je portais moins d'importance à ces sujets-là. Mais je sais que quand j'étais mineure, il y a des hommes qui m'ont déjà dit qu'avec une femme comme ça, je passerais pas la nuit à dormir. Par exemple, j'avais 14 ans. Donc la fétichisation, elle existe en Martinique comme elle existe aussi en France. Et aujourd'hui, par exemple, pour venir chez toi, je suis contente, je suis pas passée par Gare du Nord. Voilà. C'était le kiff du jour. Je suis pas passée par Gare du Nord. Jennifer. Oui. Justement, alors toi, tu as la double culture de mémoire Guadeloupe et Réunion. Oui. Et donc, du coup, comment tu vois ce rapport, j'ai presque dire dans ton corps, par rapport à ta terre d'origine? Moi, je le vis plutôt bien. Après, j'ai pas eu la chance de vivre, que ce soit à la Réunion ou en Guadeloupe. J'y ai seulement passé des vacances. Donc, je pense que je vois surtout le beau côté de des îles, et non le côté où je suis sujette au regard, tout ça, je suis pas forcément sujette au regard insistant. Bon, si, certainement, parce que comme le disait Stéphie, on est très fétichisé et on nous regarde forcément avec envie, qui rapporte à la sexualisation forcément, hein. Mais je suis le genre de personne n'a pas forcément m'attarder dessus. Je vais moi profiter des moments que j'ai à vivre pour moi avec mes proches, et le regard des autres, en fait, je vais pas m'en soucier. Donc effectivement, il y a ce regard-là, mais je vais pas m'attarder dessus, ou même s'il y a eu ces moments-là, je vais les oublier clairement, parce que c'est pas ce que je souhaite garder de souvenirs que ce soit de la Réunion ou de la Guadeloupe. Moi, j'ai pas forcément le même regard que Stéphie par rapport à ça. Quand je vais sur les îles, je vais m'habiller de manière certainement plus libérée, d'ailleurs, qu'ici. Je vais plus facilement me promener avec des vêtements peut-être plus courts, parce que je sais que je serai pas la seule, et que même si on me regarde, comme je sais que je suis pas la seule, je vais pas forcément m'attarder dessus. Un petit truc. Par rapport notamment aux tenues, c'est bien ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on peut s'habiller comme on veut là-bas. Déjà, même la mode est déjà un peu plus pensée pour les formes, etc. Par contre, la famille pourrait avoir un regard sur la façon dont on a de s'habiller. Ça va pas à une personne grosse. Je sais que quand on a fait, j'ai eu la possibilité de participer à un shooting pour une créatrice de robes de mariée, où elle m'avait fait, parce que c'est toujours un peu difficile quand les bras sont gros, de penser la tenue en amont. Donc elle m'avait fait un bustier. Et une de mes tantes m'a dit, en fait, quand on est grosse, c'est pas trop bien les bustiers parce qu'on voit les bras. Et ça, c'est des remarques qu'on pourrait avoir si on met un short, par exemple, pour aller à la plage. Moi, toi, je mettrais pas un short, quoi. Mais même si toi, t'as fait le travail sur toi et que t'es à l'aise avec l'idée de te mettre en short à la plage, même en maillot de bain, même en 2 pièces, les personnes qui n'ont pas fait ce travail sur elles-mêmes, ça leur renvoie à quelque chose. Donc, en fait, tu vas te prendre une réflexion. Moi, je montrerai pas mes bras. Moi, je montrerai pas mes cuisses. Moi, je montrerai pas mes bourrelets. Alors que la personne, potentiellement, elle en a même peut-être pas, hein, mais voilà. Donc, il y a aussi un peu de ça. Mais il fait chaud? Oui. C'est pour ça que des fois, tu vois des femmes qui fait chaud, elles ont un gilet, elles ont une veste, etc. Parce que il y a quelque chose d'ancré aussi. Et toi, David? Moi, mes rapports sont assez ambivalents avec la Martinique.
Donc j'ai grandi là-bas, ma vie de jeune adulte aussi, puis je suis venu dans l'Hexagone et je me rends compte que maintenant j'ai passé quasiment plus de temps ici que là-bas, que ma vie est ici. Donc lorsque je vais en Martinique, j'y vais un peu comme un touriste, on va dire. Donc j'y prends que les bons côtés. Voilà, je sais comment ça se passe d'un point de vue économique, social, etc. Parce que je suis évidemment les infos et tout quand je suis dans l'Hexagone. Mais j'y vais là-bas pour 1 mois, 2 mois, et puis ensuite je reviens dans l'Hexagone parce que je sais que ça pourrait être compliqué pour moi de vivre là-bas. Pas en tant qu'homme noir évidemment, ni en tant qu'homme gros, parce que contrairement aux femmes, le corps des hommes n'est pas souvent commenté, donc du coup je suis assez tranquille. Mais en tant qu'homme gay, c'est compliqué. En tant qu'homme gay en couple avec un homme blanc en plus, je cumule beaucoup trop de choses. Et je sais que sur la façon de s'habiller par exemple, je sais que ma garde-robe n'est pas tout à fait la même ici et en Martinique. Elle diffère en quoi? Ouais, parce qu'on peut se dire non, les hommes portent les mêmes choses. En fait, il y a des vêtements qui sont connotés gays. Il suffit que ce soit un short plus court que sous le genou. Donc alors que les pantacours, c'est dégueulasse. Ça sortait du fond du cœur. Ou alors, je n'avais pas cette charge contre les pantacours, mais allons-y, poursuivons. Non, mais la façon de s'habiller, voilà, il y a certains vêtements, certaines couleurs où il y a encore des gens qui disent ah oui mais ça non, un vrai homme ne porte pas ça, etc. Bon. Et donc du coup, voilà, le rose, je sais pas, des vêtements un peu trop colorés et tout, alors que c'est qu'aux Antilles, on porte des couleurs quoi, mais il y a quand même une espèce de base de mecs. De couleurs qu'on ne porte pas. Il y a une base de couleurs effectivement qui sont exclues pour. Ouais. Et donc je sais que ma garde-robe change un peu, mais ça en général je m'en fiche un peu, mais il suffit que j'ai un regard ou alors parce que c'est déjà arrivé que je me baladais à Fort-de-France et que l'air de rien j'entends Makoumé comme ça direct. Voilà. Évidemment c'est pas dit en face clairement, c'est la personne passe comme ça et te le dit. Alors en général je dis rien ou juste une fois où j'ai fait pardon et la personne fait quoi et j'ai fait non parce qu'il y a rien de nouveau, je sais je sais que je le suis, c'est pas un scoop. Donc la personne ne sait pas trop quoi dire du coup. Mais je sais que j'ai pas ce genre d'agression, enfin c'est déjà arrivé dans le métro ici avec des Antillais aussi, mais bon. Mais je me suis dit voilà, j'ai pas envie d'aller là-bas pour subir ça tout le temps. Donc c'est pour ça que comme Stéphie, si je vais en Martinique, ça serait peut-être de façon contrainte. Et donc dans ce cas-là, je pense que la vie sera compliquée si je vais quelque part sur une contrainte. Mais sinon, je vais en Martinique, voilà, en tourisme, pour voir la famille, etc. Mais en même temps, quand je suis dans l'Hexagone, j'ai encore besoin de me raccrocher à certaines choses culturelles, sur la nourriture, sur la musique, voilà, des choses comme ça. Donc c'est un peu compliqué. On va arriver un peu à la fin de. C'est le moment où je déteste. Je déteste partir, mais juste pour pour nous dire au revoir en tout cas dans ce cadre-là du podcast, je vais vous laisser à chacun parole libre. Je vais poser mon propre micro et puis si vous avez quelque chose à dire, quelle que ce soit la nature de ce quelque chose, je vous laisse libre. Et avant de moi poser mon micro, je voulais vraiment encore une fois, le plus simplement du monde, vous dire merci. Merci à vous tous ici présents. J'ai un mot spécial pour David parce que je ne suis pas un homme gros, pas un homme noir et pas un homme gay. Et ton témoignage m'a beaucoup touchée parce que on vit nos oppressions à nous et on se rend pas forcément compte de celles des autres. Donc merci pour ce que tu fais, merci pour ce que tu as dit, merci pour avoir partagé ce petit bout de toi parce que moi, ça m'a ouvert les yeux sur des choses aussi. En tant que femme, on vit des oppressions, mais vous aussi en tant qu'homme gay et noir et gros, bien plus encore. Donc merci pour ça parce que je pense, même si je suis pas dans la tête de Stéphie et de Jenny, mais en tant que femme noire et gros, je pense qu'on se sait toutes les trois. Mais c'était très, 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 très important que toi, tu puisses parler de ce que toi, tu vis. Donc, c'était vraiment super. Donc, merci pour ça. Ça me touche beaucoup, merci. Il a les yeux qui perdent. Oui, il faut pas me dire des trucs comme ça. Mais nos témoignages sont
important et précieux aussi pour d'autres personnes qui vivent la même chose, alors à notre petit niveau, on peut en parler parce qu'on est un petit peu connu entre gros guillemets. mais il faut penser aussi à celles et ceux qui sont seuls dans un coin, qui savent pas trop à qui s'adresser, ça peut leur parler, en fait, ça leur parle de son... Et puis, moi, je pars du principe, par exemple, je pense à moi quand j'avais 15 ans. Je me dis, est-ce que quand j'avais 15 ans, j'aurais bien entendu ce genre de choses? Pour savoir que je suis pas seul, que j'ai la possibilité de faire des choses. Vos parcours sont hyper inspirants, en fait, à plein de niveaux. Parce que, voilà, derrière son écran, il y a une petite fille noire qui regarde et qui voit tes cheveux comme ça, et brune à elle, et qui se dit, mais elle est trop bien coiffée, et qui n'a pas comme seule envie de se raidir les cheveux. Là, il y a un sportif ou une sportive corpulente et qui se dit, mais moi aussi, je peux courir, j'ai envie, mais j'ose pas parce que sinon, voilà, mais d'avoir vu ta photo, ça peut, voilà, c'est une motivation. Mais même chose pour Jenny, alors t'as parlé des concours de Miss, mais sur les réseaux, on voit que tu fais plein d'autres choses. Oui. Voilà. Et ça aussi, mais donc voilà, à tous les niveaux, eh ben ça apporte du bien à quelqu'un. Et voilà, moi je pars de ce principe que on n'est pas là pour faire souffrir les gens ni se faire souffrir soi-même. Il faut apporter du love à tout le monde. Déjà, on essaye en tout cas de ne pas être les critiques que nous, on a été victimes de certaines critiques. On essaye déjà d'apporter ça. C'est vrai que nous, on vit toutes et tous en région parisienne, mais il faut savoir que en France hexagonale, il y a des personnes... Je sais que des fois, les gens me demandaient pour avoir accès aux tailles. Il n'y a pas forcément le même choix de taille quand on vit en province que quand on vit à Paris. Oui. Déjà qu'à Paris, nous, on n'est pas forcément bien lotis, mais peut-être vous dire, je sais que mes maillots de bain, j'osais en acheter plein parce que je les revendais très facilement et souvent pour des femmes en province qui trouvaient pas forcément leur taille. Donc il y a déjà aussi cette différence-là. Et nos messages vont peut-être toucher des personnes en Île-de-France, mais qui pourront peut-être venir à notre rencontre, mais ça va aussi toucher des personnes qui sont pas en Île-de-France, qui n'ont peut-être pas accès à l'assaut, par exemple, où tu participes là pour faire du sport, qui n'auront peut-être pas accès à la possibilité de faire des photos, pas accès à des tenues, etc. Et je pense que c'est aussi important. Et puis après, vu qu'on parle des Outre-mer, dans les Outre-mer, je suis pas sûre que la parole sur le poids, sur plein de sujets soit ouverte, mais sur le poids en particulier soit ouverte. Et ça peut aussi venir donner de l'espoir à certaines personnes que d'autres choses est possible et donc c'est aussi important. Donc voilà. Oui, déjà merci. Merci pour tout ça parce que c'était vraiment un plaisir de participer avec vous, de faire de plus en plus ample connaissance. Et c'est vrai que c'est important de continuer à diffuser le message parce que malheureusement, on subit encore trop de discrimination, de méchanceté à travers les réseaux. Donc, vous voyez, c'est important encore de continuer à passer le message, de parler, de militer surtout. Et on est là, on va continuer à faire le taf, quoi. On est là, que ça plaise ou non, on va continuer, que ce soit dans le sport, dans les photos, dans le partage de notre vie, dans tout, en fait. Et ça, il faut pas arrêter parce que ça aidera forcément une personne. Voilà. Eh bien, c'était le 5e et peut-être ultime, on ne sait pas, épisode de grosse fierté. Et encore une fois, voilà, merci d'être venu jusqu'à nos micros et jusqu'à nos oreilles. Bonne continuation, bonne vie à vous toutes et tous. Merci. Voilà. Merci. Tu pourrais dire grosse fierté. On peut dire en cœur, hein. C'était Grosse Fierté, un podcast du pôle Outre-mer la Première de France Télévisions, écrit et réalisé par Patrice et Lydie Kozak. Cet épisode a été réalisé avec la complicité de Bruno Dessommes pour la mise en onde, qu'il en soit ici remercié. Musique composée par Louise Beau, alias Azraël.